Vous écoutez Le Goût de l'Histoire, le podcast d'Eva Delancey où les saveurs du passé reprennent vie. Aujourd'hui, je vous invite à franchir les portes du palais impérial pour découvrir la table d'un homme qui préférait souvent la guerre au dessert. Imaginez un petit salon du palais des Tuileries, une table simple, presque austère, dressée à la hâte, et un homme concentré, nerveux, absorbé par ses pensées, Napoléon Bonaparte. L'empereur des Français, celui qui a conquis l'Europe, ne s'attarde pas. Son repas dure à peine 15 minutes. Quelques bouchées rapides, un verre de vin mêlé d'eau, et déjà il se lève, impatient. Assez perdu de temps. Pour Napoléon, manger n'est pas un plaisir, c'est un besoin. Et c'est ce rapport presque fonctionnel à la nourriture qui intrigue les historiens. Alors aujourd'hui, plongeons ensemble dans ses habitudes alimentaires, entre frugalité, pragmatisme et quelques surprises gustatives. Napoléon ne supportait pas la l'oisiveté. Son secrétaire Bourrienne raconte que l'empereur mangeait comme un homme qui a toujours autre chose à faire. Il avalait son repas en 10 minutes, parfois moins. Et pourquoi ? Parce que pour lui, le temps était un champ de bataille. Il ne mangeait pas pour se détendre, mais pour continuer à agir. Il disait souvent « Quand je travaille, je mange debout comme un cheval ». Lors des campagnes militaires, il pouvait se contenter d'un morceau de pain et d'un peu de vin, parfois même d'un oignon cru croqué à la hâte. Et pourtant, quand il était à Paris ou à Fontainebleau, tout un cérémonial se mettait en place, mais pour rien, il en profitait à peine. Sous les ors de l'Empire, Napoléon reste fidèle à ses goûts de jeunesse corse, c'est-à-dire la simplicité, rustique et franc. Son plat préféré, le poulet sous toutes ses formes, mais surtout le fameux poulet à la marengo, inventé, dit-on, après la bataille du même nom en 1800. La légende raconte que son cuisinier, Dunant, dut improviser un plat avec ce qu'il trouva sur place. Du poulet, des tomates, des œufs, un peu d'ail, de l'huile d'olive et même quelques écrevisses. Napoléon aurait adoré ce mélange simple et nourrissant. Mais il aimait aussi les œufs à la coque, les pommes de terre rôties, les lentilles et les haricots, et surtout les plats sans arêtes ni épines. Car vraiment, il détestait perdre du temps à trier sa nourriture. S'il trouvait une arête dans son assiette, il reposait aussitôt sa fourchette, agacé. Napoléon n'était pas un amateur de grands crus, contrairement à certains de ses maréchaux. Il buvait rarement et toujours avec modération. Sa boisson favorite était le vin de Chambertin qu'il faisait allonger d'eau à parts égales. Il disait qu'il préférait l'eau du vin au vin à l'ivresse. Et quant aux douceurs, elle n'avait guère la place à sa table. Parfois, quelques amandes fraîches, un peu de fromage ou une cuillère de compote, mais les pâtisseries le laissaient indifférent et il les jugeait plutôt inutiles. Ses proches remarquaient même qu'il oubliait souvent de manger lorsqu'il travaillait tard. Il passait des heures sans prendre de repas. Cette frugalité n'était pas qu'un trait personnel, elle participait à son image d'homme de fer, maître de soi, discipliné. Et pourtant, autour de lui, la table impériale était somptueuse. Les repas d'apparat comptaient parfois jusqu'à 50 convives servis par des maîtres d'hôtel en livrée. Mais Napoléon, lui, s'ennuyait très vite. Les conversations mondaines l'agacent, les flatteries l'impatientent. Souvent, il se lève sans prévenir, laissant Joséphine ou bien Marie-Louise gérer la fin du dîner. Lui retourne à ses cartes, ses lettres ou ses stratégies. Ce désintérêt était si connu que certains dignitaires se moquaient. On dîne à la table de l'empereur comme on fait halte à une auberge, vite et sans plaisir. Sur le terrain, son rapport à la nourriture devient presque ascétique. Pendant la campagne d'Italie, il vivait comme ses soldats. Pain, viande salée, vin, soupe claire, à Austerlitz ou à Iéna, il se prenait parfois qu'un seul repas par jour. Son cuisinier devait sans cesse improviser sur un feu de fortune dans une tente entre deux batailles et malgré son rang, Napoléon mangeait souvent dans des conditions précaires, assis sur un coffre ou bien sur une selle. C'est là que l'on mesure le contraste entre l'homme le plus puissant d'Europe qui mange du pain dur au milieu des canons.
Mais cette rapidité à la table avait un prix. Les médecins de l'époque notent qu'il souffrait de troubles digestifs chroniques, des gastrites, des brûlures ou bien des migraines. Son organisme payait le prix infernal de sa vie. Et à Sainte-Hélène, pendant son exil, son régime ne change guère, toujours des plats simples, souvent mal préparés, car les produits frais manquent. Il mange alors du mouton, du riz, des légumes bouillis et boit beaucoup d'eau. Mais c'est aussi là-bas, dans cette austérité, qu'il redécouvre la lenteur, il prend le temps d'écrire, de relire ses campagnes et parfois de savourer un repas tranquille. Ce qui frappe dans la relation de Napoléon à la nourriture, c'est le paradoxe. L'homme du faste impérial, celui qui fit dresser les plus beaux banquets d'Europe, se contentait d'une assiette frugale et d'un verre d'eau. Il n'aimait pas la gastronomie, il respectait la nourriture comme on respecte un devoir. Elle devait nourrir l'action, non la détourner. Et si son régime nous paraît sévère, il raconte aussi une époque, celle où la nourriture, avant d'être un art, restait un carburant pour la conquête. Manger est un besoin, savoir manger est un art. Ces mots que Napoléon aurait pu prononcer résument bien l'homme. À sa table, il n'y a pas de fioritures, pas de bavardage, juste la nécessité. Mais à travers cette frugalité, on perçoit aussi une forme de lucidité, celle d'un homme conscient que tout plaisir est passager. Pour nous, peut-être, est-ce une leçon inverse? Nous qui cherchons à ralentir, à redonner du sens au goût, à savourer les mets simples, nous faisons ce que Napoléon ne s'est jamais permis, prendre le temps. Alors la prochaine fois que vous dégusterez un poulet rôti ou bien encore un verre de vin, pensez à lui et demandez-vous, que reste-t-il du pouvoir quand on ne prend plus le temps de goûter? C'était Le Goût de l'Histoire, le podcast d'Eva Delancey. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager la saveur du passé et surtout, prenez le temps de goûter l'histoire. À bientôt!